Non mais mec, là ça fait plein de fois que je fais des trucs de merde, là j'ai fait une vidéo pour dire à quel point Boba Fett c'est de la merde. Regarde les statistiques de la chaîne, quand il y a ta tête qui apparaît, les gens adorent, ils cliquent, c'est statistique. Non mais j'ai fait 2 vidéos sur Boba Fett. Regarde les commentaires, ils t'adorent, ils te veulent. Non mais j'ai fait Sonic 2 aussi. Ils te disent, regarde, ici ils disent, Antoine, c'est le nouveau Simon, il est trop drôle, j'adore quand il défonce des trucs. Ouais non mais d'accord, mais... Non mais, mec, j'ai fait Morbius. Ah ouais. Quoi que tu fasses, tu ne m'arrêteras pas. Bonjour à tous, c'est Mathieu. Fini les conneries, il faut bien qu'on revienne au bon vieux blockbuster du mercredi et aux franchises reloues. Il ne vous aura pas échappé que le nouvel épisode des Animaux Fantastiques sort ce mercredi en salle. Il y a eu plusieurs avant-premières ce dimanche et Antoine et moi avons été conviés à l'une d'entre elles. Inutile de tourner autour du pot, on n'est déjà pas des grands fans des 2 premiers films de la saga. D'ailleurs à la rédac on débat souvent pour savoir lequel des 2 est le pire, et même si on pensait pas que c'était possible, le dernier en date pourrait presque mettre fin à ce débat, parce que c'est selon nous une catastrophe sur à peu près tous les aspects, et 2h26 parmi les plus longues en ressenti de l'année. Bon, je sais qu'il y a des gens qui défendent bec et ongle tout ce qui touche à l'univers d'Harry Potter, donc ne nous tapez pas, juste... Comme nous, si vous n'avez pas été convaincu par les 2 premiers, il y a peu de chances que celui-ci rattrape le coup. En fait, la nullité abyssale de la chose trahit surtout non seulement des énormes problèmes de production, mais aussi un vrai problème dans la façon dont Warner a géré la licence. Et quand je dis licence, je pense à tout ce qui a trait à Harry Potter. C'est cet aspect-là qui nous paraissait le plus intéressant et qui nous permet de rebondir sur ce sac de nœuds plein de trous qu'est Les Animaux Fantastiques 3. Donc, petit retour en arrière avec cette question, où est-ce que ça a merdé? Bon, je vous fais pas l'affront de vous rappeler d'où vient Harry Potter, hein. Les bouquins ont bercé une partie de mon enfance et ils ont bercé une partie de la vôtre si vous êtes trop jeune pour avoir grandi avec le Club Dorothée. Et évidemment, ils ont donné à une génération entière le goût de la lecture. Et les films n'y sont pas pour rien. À l'origine, Harry Potter était pas juste une licence destinée à faire péter le box-office, mais aussi un joli bac à sable pour pas mal de grands cinéastes passionnés des cultures de l'imaginaire. Pour vous faire un peu rêver, dans un vieux article de Entertainment Weekly, on apprend que des réalisateurs assez prestigieux ont été invités à pitcher leur version. Il y a eu Rob Reiner, Wolfgang Petersen, Alan Parker, Terry Gilliam ou même Ivan Reitman, et ce, après le refus de celle de Steven Spielberg, en personne, mais finalement c'est Chris Columbus qui a pris les rênes pour mener à la baguette le premier film puis le second. L'alliance entre la BO incroyable de John Williams et la direction artistique un peu victorienne a constitué une très bonne base pour que quelqu'un avec une vision artistique plus acérée et un sens de la réalisation autrement plus ambitieux s'en empare. Je parle bien sûr de Alfonso Cuarón, qui a signé le meilleur opus de la saga pour moi et pour un paquet d'autres gens. D'une part parce qu'il parvient à gérer l'assombrissement des enjeux dans une franchise qui jusqu'ici se contentait quand même de te faire du conte pour enfants. D'autre part parce qu'il est celui qui est le plus parvenu à décrire la magie visuellement, avec une mise en scène super aérienne qui lie toutes les strates de ce monde merveilleux pour en faire une petite bulle fantastique à la manière d'une carte de maraudeur. Un point d'orgue pour la saga, sur lequel je m'oblige à revenir pour vous parler de la dégringolade qu'il y a après, et qui s'arrête donc, pour l'instant, aux Animaux Fantastiques 3, les secrets de Dumbledore. Donc pour Harry Potter 5, Warner avait démarché des gens comme Jean-Pierre Jeunet, mais finalement elle a embauché un réalisateur moins célèbre du nom de David Yates. Et spoiler alert, c'est lui qui va mettre en boîte tous les films de la licence Animaux Fantastiques compris. Alors à l'origine, si David Heyman avait fait appel à lui, c'était pour traiter plus efficacement la dimension politique de l'Ordre du Phénix, mais avec le temps, Yates s'est transformé en Yes Man, on pourrait même dire en Yates Man. Qu'est-ce qu'un Yes Man? Eh bien littéralement, c'est ce qu'on dit d'un artiste qui dit oui à ce que les studios lui proposent. Dans ce cas précis, Yates s'est attaché à la saga et il est devenu quelqu'un d'important pour Warner, c'est-à-dire leur exécutant tout simplement. Pour eux, c'est tout bénef, ils préservent une certaine cohérence dans la franchise, et on a vu à quel point c'est important ces 10 dernières années, et surtout il évite tout désaccord artistique. C'est la stabilité même, et c'est pour ça que je vous ai causé des Spielberg, Cuarón et compagnie qui ont fait ou ont failli faire les beaux jours des premiers opus. À ce moment-là, la franchise a cessé d'être un carcan pour cinéastes, elle est devenue un support pour prolonger une marque, Harry Potter donc. Quoi qu'on pense des films, je porte pas de jugement de valeur, leur production a été uniformisée, et économiquement, ça a payé. Tous les Harry Potter de Yates étaient à peine sous la prestigieuse barre du milliard, et le dernier opus l'a allègrement explosé, avec 1,3 milliard je crois. Mais ça va marcher jusque quand, cette collaboration? C'est toute la question qui est posée par les Animaux Fantastiques. Il n'est pas difficile de dire qu'Harry Potter, avant les Animaux Fantastiques, c'était une marque qui était déjà extrêmement puissante, et Warner avait une belle carte à jouer, parce que sur le papier, l'idée d'une chasse aux Pokémon dans l'univers d'Harry Potter, elle est pas si mauvaise. Les fans d'Harry Potter aiment les monstres,
on aime les monstres, tout le monde aime les monstres, l'univers est propice à en créer, let's go, c'est parti. Bon, sur la partie artistique, c'est à chacun de juger, même si Rowling a prouvé une fois pour toutes qu'être une bonne romancière ne voulait pas dire être une bonne scénariste, loin de là. Mais d'un point de vue économique, avec les animaux fantastiques, Warner, etc., ils essayaient ni plus ni moins que de réinstaurer une nouvelle franchise aux œufs d'or, avec de nouveaux personnages et même de nouveaux enjeux. Or, en 2016, la formule du blockbuster avait un peu changé, et un spin-off aussi déconnecté de l'univers original fait presque tâche dans une industrie qui est dominée par le modèle Marvel. Plutôt que de créer des licences spin-off complètement déconnectées les unes des autres, le MCU, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, agrandit perpétuellement son univers. C'est pas moi qui vais vous apprendre qu'au milieu des années 2010, tout le monde s'est mis à essayer de faire à peu près pareil, avec plus ou moins de succès, et Warner notamment s'est lancé à corps perdu dans cette quête. Je rappelle qu'en 2016, c'est également la date de sortie du premier Suicide Squad, l'un des plus gros succès d'un DCEU qui était déjà en train de se péter la gueule. Du coup, quand bien même le premier film a très bien marché, le second s'est vite mis à courir bien plus vite après l'univers du sorcier à lunettes, excite la chasse aux animaux fantastiques, bienvenue au fanservice à outrance, aux multiples passerelles entre les deux univers et à une régurgitation moins subtile encore des thématiques politiques de Harry Potter. Certes, le scénario est censé être écrit par Rowling, mais il faut rappeler qu'elle est également productrice et qu'il est quand même difficile de ne pas y voir une volonté de faire du Wizarding World, l'équivalent du MCU à son échelle. Sauf que Yates et son équipe sont encore à la barre et que sans véritable vision artistique, la transition se fait au mépris de toute cohérence. On fait revenir des personnages qui sont censés avoir perdu la mémoire, la magie devient un outil narratif comme un autre. Bon, vous avez vu le film, Personnellement, j'avais trouvé cette suite juste incompréhensible, tiraillée entre son envie de connecter les deux sagas à tout prix et la nécessité de continuer à raconter l'histoire de Norbert Dragono, un personnage principal noyé sous les intrigues secondaires rajoutées n'importe comment. David Yates n'est plus du tout le garant de la cohérence de la saga, il commence en fait à bricoler un peu avec ce qu'il a. Et en plus, c'était une déception pour Warner, parce que ce deuxième film n'en a rapporté que 640 millions de dollars, soit bien moins que le précédent. Bref, ça partait déjà assez mal, et voilà que débarque sur le troisième opus une véritable shitstorm, ou une tempête de merde pour les non-anglophones. Alors déjà, il y a la composante Covid qui a bien repoussé, mis en pause, altéré le tournage, et puis il y a les trouzaines de trucs que Warner n'a plus pu assumer au moment où le film est sorti. Évidemment, il y a l'affaire Depp, remplacée au pied levé par un Mads Mikkelsen complètement endormi. Il y a le cas J.K. Rowling, dont les prises de position transphobes ont de plus en plus fait réagir. Conséquence de ça, elle est bien moins mise en avant dans la promo, alors que c'est quand même censé être sa saga. Et conséquence des impératifs des studios, si elle était créditée au scénario des deux précédents, Steve Klobbs est ici co-scénariste, et il écrit basé sur un script de J.K. Rowling. Bref, on sait pas trop ce qui s'est passé. Il y a aussi le fait que le film sort alors que Ezra Miller salit de plus en plus son image et celle du studio, c'est bien que Warner serait actuellement en train de réfléchir à le pousser vers la sortie en pleine production de The Flash. Et clairement, dans le film, il passe de personnage majeur à figurant de luxe, tout juste bon à souffler des trucs sur les miroirs. Encore une fois, on sait pas vraiment ce qui s'est passé. Est-ce que ça vient du scénario? Est-ce que ça vient des rétro-pédalages du studio? Ou est-ce que ça vient de son comportement? Toujours est-il que c'est le sbeul. Et par-dessus le marché, Warner mise désormais clairement tout sur les liens avec Harry Potter, tant et si bien que sur la fiche française, le nom Harry Potter est plus grand que le nom Animaux Fantastiques. Poudlard est en plein milieu. C'est tellement devenu un argument que le film incruste n'importe comment des références à Harry Potter, comme si en fait il devait justifier sa promotion en temps réel. Le petit détour par Poudlard est complètement inutile, c'est une conversation qu'ils auraient pu avoir au pub du coin. La musique de Newton Howard, le pauvre, elle renvoie à la partition de John Williams dès qu'elle en a l'occasion, et sans mentir, il y a littéralement des valises à fanservice dans le film. Genre c'est des valises qui vomissent des produits dérivés Harry Potter, c'est la fête du slip. Évidemment le truc a probablement été réécrit, repensé, reconstruit en pleine production, et le résultat c'est un film à la fois vide et inachevé. Les personnages contredisent tout ce qu'ils avaient fait auparavant sans la moindre raison, ils réinvitent le mec rigolo après sa deuxième éviction consécutive du monde des sorciers, juste pour qu'il revienne faire des blagues, et surtout il manque des choses quoi. Les arcs narratifs ils aboutissent à rien, genre le personnage de William Nadilam, il est incroyable, il a absolument aucun sens, il s'en sort avec une pirouette qui n'est jamais expliquée. Bref, le film prend l'eau de partout, et il colmate le truc n'importe comment avec des tunnels de dialogue dignes des pages Facebook pour ados et des MacGuffin par milliers, dont un en particulier qui invalide l'intégralité de la métaphore politique du film. Tout ça pour se terminer avec une scène tellement niaise et stupide qu'elle vous fera oublier le Martha de Batman v Superman. Je pourrais lisser tout ce qui va pas, des effets spéciaux aux incohérences, en passant par les quelques idées complètement gâchées par la mise en scène, mais finalement, je voulais surtout pointer du doigt que le secret de Dumbledore,
En fait, c'est même plus un film, c'est une genre de ruine, une plaie recousue à l'arrache avec du fil de fer qui laisse apercevoir entre les sutures des trous béants remplis à ras-bord de pus. On pensait que Warner aurait tiré des leçons de la débâcle Justice League en termes de crise, mais force est de constater qu'ils n'ont pas fini de nous infliger des films qui sont encore au stade de l'ébauche, mais qui sont encore trop importants dans leurs sagas respectives pour pas contaminer les écrans à intervalles réguliers. Reste à voir si la chose marche, ou si Warner a bel et bien réussi à planter l'une de ses licences les plus juteuses. Dans le cas contraire, David Yates a déjà annoncé qu'il ferait d'autres films. On a bof envie de voir l'accident industriel se métamorphoser en carambolage sans fin, mais il faut s'attendre à tout. En tout cas, merci d'être encore là. Rappelez-vous que si vous voulez nous soutenir et nous lire sur des films qui nous enthousiasment beaucoup plus, comme Street Trash, Les Autres ou Le Nom de la Rose, vous pouvez prendre un abonnement premium sur le site, ça nous fera plaisir. Sur ce, à la prochaine, salut!